Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous en direct chaque jour, vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, au programme aujourd'hui. Dans Bien dans son job, réinventer l'organisation du travail avec l'Académie du service. On recevra son fondateur sur notre plateau. Smart et Réglo, le focus juridique, les outils pour aider les entreprises qui sont en difficulté, il y en a beaucoup. Éclairage avec un expert juridique dans quelques instants. La pause café avec Fanny Griesmer, overbooké, busy. Vous l'aurez compris, on va parler de, vous savez, ces mots, ces anglicismes, cette novlangue utilisée dans l'entreprise. Je sais pas, pour se donner une allure, un air peut-être. On fera le point avec Fanny. Est-ce que c'est bien utile tous ces mots en anglais? On en parlera avec elle. Et puis le cercle RH, c'est les experts de Smart Job. C'est chaque vendredi pour évidemment expertiser ce reconfinement qui ne dit pas réellement son nom d'ailleurs, avec des conséquences sur notre économie et sur l'emploi. Et puis on parlera d'Europe, parce que une de nos invités sera de la Fondation Robert Schuman. On parlera de l'Europe qui évidemment ne parle pas d'une seule voix sur cette crise. Et puis le livre de Smart Job, chaque vendredi, c'est un livre coup de poing, c'est un roman édité chez Erol. Kika, c'est son auteur, et qui nous raconte la vie de Clotilde, sa descente aux enfers. C'est une cadre dynamique qui va plonger dans un burn-out terrible. On en parlera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. On parle de la relation client, la relation collaborateur. C'est tout de suite. Bien dans son job, réinventer l'organisation du travail pendant cette crise, parce qu'on parle de sortie de crise, mais on est encore rentré dans une nouvelle séquence de crise. On va en parler avec Jean-Jacques Gressier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. PDG de l'Académie du service. On parlera avec vous évidemment de l'action que vous menez très concrète auprès de vos clients sur la relation client, la relation collaborateur. Ça vous tient très à cœur. Ouais. Et puis on parlera aussi d'un élément très important, c'est votre 7e édition du baromètre national de la symétrie des attentions sur l'étude de Miroir sur la qualité de service. Le service, c'est quelque chose qui vous habite. Je sais que vous avez, avant de créer cette entreprise en 2004, travaillé dans l'hôtellerie. Et pour vous, c'était déjà très important de valoriser le service dans l'hôtellerie, qui est fondamental. Tout à fait. Et vraiment, je pense que je suis venu dans l'hôtellerie parce que j'aimais servir, en fait. Et quand je dirigeais des hôtels pour le groupe Accor, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je valorisais les plus humbles, par exemple, prenons l'exemple des femmes de chambre qui font un métier très très dur dans les hôtels, à chaque fois que je prenais attention à elles, que j'essayais d'améliorer l'organisation du travail pour leur permettre d'avoir un emploi qui correspondait mieux à leur vie personnelle, qui aménage un aménagement des horaires, par exemple, une polyvalence sur d'autres tâches moins pénibles que faire des lits. J'avais d'excellents engagements de ces personnes et puis j'avais de meilleurs résultats que les autres. Donc j'ai bien compris qu'on pouvait réconcilier en fait, cette notion de service, prendre soin des gens et améliorer la performance de l'entreprise. Vous me disiez que dans cette séquence Covid qui est particulière, on essaie de penser déjà à l'après-Covid, mais objectivement c'est tellement compliqué. Chaque semaine, une mauvaise nouvelle supplémentaire vient s'additionner aux précédentes. Vous me disiez, les commerçants ou les petites entreprises sont déjà en train de muter et que le monde n'est peut-être pas aussi noir qu'on veut bien le dire. Elles sont déjà en train de créer de la vente et donc du service, mais cette fois-ci en numérique, à distance. Oui, tout à fait. Je crois que cette crise est aussi une opportunité, même si elle est très difficile pour beaucoup d'organisations et beaucoup de personnes. Mais on voit bien qu'elle a accéléré des mutations qui, de toute façon, se seraient produites. Et pour prendre deux exemples, on voit aujourd'hui, par exemple, que le télétravail, qui, quand il est trop excessif, peut être mal vécu. Mais pouvoir, quand on le souhaite, travailler de chez soi et économiser du temps de transport, je crois que ça convient quand même à beaucoup de personnes. Mais si on parle du côté de l'expérience client, effectivement, je pense qu'on ne reviendra pas au mode nominal. Demain... Le nominal, ça veut dire que j'ouvre la porte du commerce et puis je prends ma... Voilà. Et quand je veux quelque chose, je vais dans le commerce à chaque fois. Aujourd'hui, on voit que énormément de clients qui avant n'achetaient pas à distance le font aujourd'hui. Vont sur Internet. Et un exemple, moi, que je trouve très intéressant pour la réconciliation de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, c'est le développement des ventes en visio. Pourquoi je trouve ça très intéressant ? Ça, c'est concret, ça existe ? Ah oui, ça se développe. Il y a des marques qui sont en train de le développer. Nous, on le propose à nos clients. Mais j'aime bien le regarder avec un double regard. Un client qui ne veut pas faire l'effort ou qui, en ce moment, ne peut pas aller dans un magasin, quand il va sur un site Internet, c'est plus ou moins un parcours agréable. Il peut avoir par moment un besoin d'un contact humain. Et il y a des entreprises où on développe, on va dire, un bouton. Si vous appuyez sur un bouton... J'ai quelqu'un.
Hein, eh ben, Alors, je ne suis pas physiquement dans le magasin, mais je suis avec lui. Mais vous êtes avec lui et c'est une vraie personne qui vous parle et qui va vous accompagner tout au long de la vente. Et le côté RH intéressant de cette nouveauté, de cette innovation, c'est qu'en fait, vous proposez à vos vendeurs ou à vos vendeuses le développement d'une nouvelle compétence. Je peux être un vendeur en magasin, mais je peux aussi devenir un vendeur qui a cette capacité à vendre aussi à distance. Un visio-vendeur. Un visio-vendeur, une compétence de plus qu'on avec peut des valoriser. techniques effectivement à apprendre, parce que la visio c'est très différent, on n'a pas tout à fait tous les éléments physiques de l'acheteur. Oui. Mais vous avez raison, c'est une nouvelle compétence. Dans ce baromètre qui est passionnant, c'est votre 7e baromètre. 7e. D'abord, je voulais que vous me donniez une définition de la symétrie des attentions, parce que vous portez ce sujet, vous l'avez prolongé ce baromètre en créant ensuite une structure. Oui. Ça veut dire quoi la symétrie des attentions? La symétrie des attentions, c'est un concept, on peut l'appeler comme ça, Oui. qui dit une chose qui est évidente dès qu'on l'a formulée, qui dit qu'en fait la qualité d'une relation entre une entreprise et ses clients est symétrique des qualités de la relation à l'intérieur de l'entreprise. Dès que je l'ai formulé, on a compris. Vous dites, on a compris. Mais rien que de le poser, ça a 2 conséquences. Ça veut dire que quand vous avez un projet de stratégie marketing, vous voulez gagner des parts de marché, vous êtes obligé d'avoir un projet du côté de qu'est-ce que je propose comme évolution de l'expérience de mes collaborateurs. Les deux sont intimement liés pour vous. Ah, mais il y a... Nous, nos La clients... performance ne passe que par ces deux axiomes. Oui, nos clients, ils viennent tous nous voir à l'Académie du service parce qu'ils veulent gagner des parts de marché, améliorer l'expérience client. Normal. Et c'est normal, c'est leur job. Nous, on leur dit ça, on va le faire, on va l'écrire avec vous, on va améliorer l'expérience de vos clients. Mais la vraie transformation qu'il va nous falloir piloter ensemble, c'est la façon dont vous travaillez à l'intérieur de l'entreprise. Il y a un petit point noir, le baromètre en tout cas, il fait une étude neutre, c'est comme une forme de sondage, mais il ressort quand même dans le constat, c'est que les collaborateurs, et je le cite, estiment que les entreprises prennent davantage soin des clients que d'eux-mêmes. Ouais. Ça veut dire que vous avez encore du travail à faire pour convaincre l'entreprise, attention, prenez autant soin de vos clients que de vos collaborateurs. Ou commencez même par prendre soin de vos collaborateurs pour qu'ils prennent plus soin de vos clients. Ce baromètre que nous faisons effectivement depuis 7 ans, en fait, il est très simple dans sa structure. On va interroger les clients, les collaborateurs et les managers. On pose 24 questions aux clients, mais on en pose 48 aux collaborateurs. Par exemple, on va demander aux collaborateurs, est-ce que vous pensez que les clients se sentent considérés quand ils sont servis par vous? Pour faire effet miroir, effectivement. Et vous, est-ce que vous vous sentez considéré dans l'entreprise? Champ contre champ, en fait. Champ contre champ. Et alors, là, c'est intéressant parce que le collaborateur, il dit on aime plus les clients que moi, quoi. Par exemple. Et ça, on sait que c'est un frein au succès. Donc, l'avantage de notre baromètre, c'est qu'on analyse comme ça 10 dimensions qui sont sources de progrès. Et donc, comme nos clients sont de plus en plus friands de cette mesure qui leur permet de trouver des pistes de progrès, en fait, on l'a transformé, on l'a fait évoluer. Ce baromètre qui était avant une mesure nationale, maintenant, nous le faisons pour des clients qui peuvent ainsi se comparer à une mesure nationale. Donc, ça les aide à se mettre en mouvement. Vous avez la mesure nationale et le client se dit, moi, je me situe là par rapport, dans la moyenne, au-dessus, en dessous. Voilà, surtout qu'on fait des analyses par secteur maintenant. Bien sûr. Et nos clients nous ont poussé à en faire un label parce qu'ils avaient aussi un besoin et envie de fêter avec leurs collaborateurs le fait qu'ils avaient progressé. Il s'appelle comment, votre label? Équipe heureuse, client heureux. Tout simplement. Heureuse, client heureux. Ça veut dire globalement, quand vous avez ce label, si j'ai bien compris, vous avez aussi des salariés dans l'entreprise qui sont épanouis et qui servent d'une manière optimale leurs clients. On est bien d'accord. Il y a un élément que je trouvais intéressant, peut-être nous le développer un instant, c'est qui est le secteur automobile et celui où les écarts de perception sont les plus accentués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on soigne le client pour acheter la voiture, mais qu'en backup, les collaborateurs ne sont pas joyeux? Alors, ça veut d'abord dire une chose. L'écart de perception dont on parle dans le baromètre, c'est qu'il y a encore un progrès à faire. C'est comment je fais entendre à l'ensemble des collaborateurs ce que pensent réellement les clients. L'écart de perception, c'est... D'accord. Si vous pensez, vous, collaborateurs, que vos clients sont très contents, parce que vous faites ce qu'on vous dit, mais qu'on ne vous fait pas partager les analyses qu'on fait auprès des clients, et l'écart, il est en moyenne de 20 points. Donc c'est important, parce que ça veut dire qu'on pourrait presque se mentir. On pense qu'on fait bien, alors qu'en fait, on ne satisfait pas le client. Quelle est la mesure, la proposition que vous feriez là sur une situation pareille? Qu'est-ce qu'on doit faire là? Alors nous, ce qu'on propose à tous nos clients, c'est de dire, mais toute la mesure de satisfaction des clients, il faut la partager en permanence avec l'ensemble des collaborateurs. Ils sont tout à fait comprendre les retours clients, que ce soit à l'occasion d'enquêtes ou de lettres de réclamation. Enfin... vous dites une chose, vous me dites une fois que je l'ai prononcé, c'était évidemment du bon sens, mais il faut y penser. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le bien-être des salariés soit accentué et aille vers le client? Comment on fait et comment vous faites? Parce que vous le disiez, vos clients veulent du business, ils veulent vendre leurs produits.
vous leur dites attention, si vos collaborateurs sont pas bien, Oui. ça marchera pas. Comment on fait là pour sortir de cette crise? Parce que c'est des questions d'après-crise, ça. Oui, tout à fait. Alors, comment on fait? Moi, quand j'ai créé l'Académie du service, ma volonté, c'était de dire en France, on ne valorise pas assez les métiers de service. Et je savais par expérience que quand on les valorisait, quand on prenait soin d'eux, on augmentait la performance. Et donc, j'ai eu envie de consacrer toute ma vie professionnelle à cela. Mais l'expérience m'a montré, et l'asymétrie des attentions me l'a montré, qu'il fallait que je prenne autant soin des dirigeants, parce que l'asymétrie des attentions, ça confronte énormément l'ensemble des dirigeants et managers dans leur posture. Bien sûr. Le concept, il est évident. Et Mais le ensuite, concept, il porte une dimension horizontale dont on a parlé, marketing, RH, mais il a une dimension il y a verticale. une hiérarchie. Mais il a une dimension qui dit qu'on ne peut pas reproduire un comportement qu'on ne reçoit pas. Donc moi, je dis aux dirigeants, Exact. vous aimez bien ce concept, mais attention, mais on va vous accompagner. Ce concept, il vous dit quoi? Que vous devez changer vous-même vos attitudes dans la relation que vous avez avec autrui, si vous voulez que vos collaborateurs en fassent autant. Évidemment. Donc c'est d'abord... Montrer l'exemple, quoi. Mais c'est d'abord un travail sur soi. Comment je suis en relation avec moi-même pour être en capacité d'être en relation avec vous? C'est passionnant. Jean-Jacques Gressier, PDG de l'Académie du service, PDG fondateur, parce que c'est votre aventure. On voit qu'il y a une aventure humaine aussi dans cette entreprise. Ouais. On revient à l'humain. Allez voir ce baromètre sur la symétrie de l'attention et puis ce label si vous êtes intéressé. Rappelez-nous le nom de ce label. Équipe heureuse, client heureux. Équipe heureuse, client heureux. Je le garde en tête parce que c'est une belle formule. C'est un label qui a été créé, inventé par vous, Jean-Jacques Gressier et toutes vos équipes. Je crois qu'il y a combien? 55 collaborateurs Oui, tout à fait. qui travaillent en backup et puis qui sont aussi au service de vos clients, vous Bien aussi. sûr. Il faut que vos collaborateurs soient heureux. Je suis sûr qu'ils sont tous heureux chez vous. On fait tout pour eux, mais, Bah ouais. on dit aussi que le zéro défaut n'existe pas, Évidemment. ni avec les clients, ni en management. Évidemment. Et moi, si je peux être un manager heureux, c'est parce que quand je me prends un peu les pieds dans le tapis, mes collaborateurs me le disent. Ah oui, c'est l'avantage. Ça, c'est Ouais. la possibilité. Merci, Jean-Jacques Gressier, d'avoir fait un détour par notre plateau. Bon vent Merci à vous. pour la suite de votre entreprise. Puis la crise après Covid, peut-être viendrez-vous nous en reparler quand on Avec sera un jour plaisir. sorti de cette crise. Tout de suite, on fait un point. Bah oui, la crise. On parle dans Smart et Réglo de comment sauver les entreprises. Quels sont les outils juridiques qui permettent de sauver les entreprises? Il y en a plusieurs. Un invité est là. Il va tout nous expliquer. Smart et Réglo, vous connaissez notre rubrique, c'est un focus juridique avec un avocat ou un expert. Aujourd'hui, on s'intéresse aux entreprises en difficulté. Vous allez me dire, c'est vraiment pas original puisque ce reconfinement, on nous dit qu'il va reprovoquer de nouvelles difficultés à notre économie. On en parle avec Hamdi Kazansi. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en vie des affaires chez SVP Information Décisionnelle. D'abord, les procédures de sauvegarde de l'entreprise, quelles sont les procédures qui sont vraiment les mieux adaptées ou les plus adaptées lorsqu'une entreprise vous dit qu'elle est en difficulté? Et d'abord, en préambule, qu'est-ce que veut dire une entreprise en difficulté? À quel moment on dit l'entreprise est en difficulté? Une entreprise est en difficulté à partir du moment où elle ne peut plus payer ses dettes. Elle n'a plus assez de trésorerie, son actif n'est plus assez solide pour pouvoir payer l'ensemble de son passif. C'est un terme scientifique, juridique, soit. Le passif, c'est toutes vos dettes, l'ensemble des dettes, salariés, Fournisseurs. ou même lorsque vous avez des retours, il faut bien rembourser le client. Même ça, c'est une dette prévisible. Donc ça veut dire que l'entreprise, à un moment donné, à l'instant T, le directeur financier dit « nous ne sommes plus en mesure de payer ». C'est bien ça. On fait ce qu'on appelle le dépôt de bilan. On va au tribunal de commerce et on dépose le bilan. Le dépôt de bilan, ce n'est pas la fin de vie de l'activité. C'est la fin de vie peut-être aujourd'hui de l'activité, mais pour mieux redémarrer. Donc le fameux dépôt de bilan donne un délai, le tribunal donne un délai, on le voit souvent d'ailleurs dans les grandes affaires médiatiques. Il y a un délai quoi, de 6 mois, 7 mois, on est en dressement judiciaire? On est en première étape, en général, on est en sauvegarde. La sauvegarde, c'est l'activité peut redémarrer facilement. On va mettre un plan pour apurer le passif. Le redressement, on est dans une phase où on va peut-être licencier, on va peut-être céder des activités, ou céder des contrats, ou même résilier des contrats avec des fournisseurs ou des clients. Donc le RJ, qu'on appelle le RJ dans le jargon, pour vous, c'est symbole de la fin de l'entreprise? Parce que beaucoup de chefs d'entreprise le disent, dès qu'on rentre dans le RJ, on met le doigt dans la moulinette et on est mort. En fait, on est dans une phase où le dirigeant perd ses pouvoirs. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'on est mort. On met en place un plan de redressement comme en sauvegarde, mais on est dans un cas de figure où beaucoup d'actifs ont été cédés.
L'entreprise n'a plus vraiment de marge de manœuvre. On est soumis à la bonne volonté de l'administrateur judiciaire qui, lui, va décider qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on cède. Le fameux administrateur judiciaire, C'est bien ça. qui est souvent contesté, critiqué et, pour ne pas dire, honni par certains chefs d'entreprise. C'est difficile, hein, le RJ, pour l'administrateur, parce qu'il fait des choix qui peuvent être radicaux. En fait, il fait des choix humains et économiques. Et il doit être entre les deux. Il arrive dans une situation où il a 150 salariés à gérer, une entreprise avec beaucoup de dettes, et il doit faire un choix. Et c'est à lui de trancher. Alors, il y a deux sujets qui sont intéressants. Il y a la notion de procédure collective, qui sont aussi des garde-fous. Qu'est-ce qu'une procédure collective? À quel moment on peut la mettre en place? Est-ce qu'elle s'inscrit dans le calendrier que vous venez de nous fixer? Qu'est-ce qu'une procédure collective? La procédure collective, de manière générale, c'est 4 étapes. Soit une procédure de conciliation, c'est ce qui est préconisé aujourd'hui par le gouvernement, c'est-à-dire avant de se retrouver en cessation de paiement, c'est-à-dire de ne plus pouvoir payer ses dettes, d'aller voir le tribunal, de créer une médiation avec les créanciers. Après, c'est la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, ce qui est la fin véritable de l'entreprise. Donc la procédure, elle se met en place en 4 étapes. Il y a d'abord la médiation. Est-ce qu'elle est très utile? D'abord, elle est un peu nouvelle, cette médiation. Ça n'existait pas avant. C'est avant d'engager des procédures très lourdes. On fait une médiation. Il y a qui autour de la table? Autour de la table, il y a un médiateur qui est nommé par le juge. Il y a les créanciers et l'entreprise en difficulté. On est dans une opération confidentielle. Tant que l'accord n'est pas conclu, il n'est pas validé par le juge, personne ne sait que cette entreprise est en difficulté. On est en amont de la procédure collective. Donc ça veut dire que le juge, avec des experts, parce que le juge il a besoin de s'appuyer sur l'expertise financière notamment, l'expert va, j'imagine, éplucher les bilans, voir les failles, expliquer qu'il y a peut-être moyen de sauver l'entreprise. Il joue le rôle un peu de l'administrateur en amont finalement. C'est bien ça. On se retrouve dans une situation où la confidentialité étant de mise, le juge va faire le nécessaire pour essayer de redresser la barre avant de se retrouver dans une mauvaise passe. Il va devoir avoir un directeur financier qui va l'aider, un administrateur qui peut venir en un point. Une équipe complète. Et ensuite, il y a un bilan qui est tiré de tout cela. Et on dit au chef d'entreprise, il y a possibilité de redresser ou il n'y a pas possibilité. Il y a quand même des enjeux très forts pour lui. Ou alors, vous engagez des licenciements. C'est ça. Le licenciement, on n'arrive pas. La conciliation, c'est pas encore le moment de parler de licenciement. On est plutôt dans une volonté de négocier pour pouvoir mettre en place un échéancier. Alors, Hamdi, quelles sont les procédures obligatoires en cas de cessation de paiement? Parce que là, il y a des procédures obligatoires. Oui, tout à fait. C'est le redressement judiciaire qu'on a parlé précédemment. Le fameux RJ. C'est bien ça. Et la liquidation judiciaire, où c'est la fin de vie de l'entreprise. Vos clients, ceux que vous conseillez, comment ça se passe aujourd'hui? C'est intéressant d'avoir aussi le thermomètre, prendre une température dans une situation de crise. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Ils sont dans une inquiétude. Ils se situent où dans le calendrier un peu dramatique qu'on évoque, parce que ça va jusqu'à la liquidation judiciaire? Ils sont dans une phase de réflexion, d'attente, d'inquiétude? L'inquiétude est de mise, mais le problème qu'on a, c'est qu'on est entre la sauvegarde et le redressement judiciaire. Aujourd'hui, on a tellement d'aides de l'État, que ce soit le PGE ou le Fonds de solidarité, qui sont ouverts aux entreprises en difficulté, qui fait que les entreprises s'en sortent. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que... La perfusion. C'est bien ça, on vit sous perfusion. Donc depuis 1993, on est dans une situation où le niveau de procédure collective est tellement bas, c'est-à-dire 50% de moins qu'en 1993. On n'en a jamais vu aussi peu. Très peu. La référence, c'est 93. 93. Donc ça veut dire que pour l'instant, il y a des dossiers qui ne sont pas arrivés sur les bureaux des tribunaux de commerce. Les entreprises attendent. Elles attendent quoi? Le moment où l'État va tirer la prise. C'est bien ça. Dès que la perfusion va s'arrêter, il y aura beaucoup d'entreprises qui seront en redressement et non pas en sauvegarde. Donc en fait, c'est terrible ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on a reculé pour mieux sauter. Certaines entreprises ont pris l'argent de l'État, mais elles ne s'en sortiront pas pour autant. Pas sûr. En tout cas, on a eu beaucoup de retours de clients qui, aujourd'hui, sans la perfusion, sont automatiquement en redressement judiciaire. Donc, en fait, tragiquement, on retire la perfusion et l'entreprise s'effondre. C'est ça. Et donc, elle engage évidemment des procédures administratives qui sont lourdes, qui ont un coût pour la collectivité, parce qu'il y a quand même des juges, il y a quand même des administrateurs, il y a quand même aussi des salariés qui vont se retrouver sur le carreau, et ensuite Pôle emploi qui indemnise. Voilà. Donc, c'est un coût social terrible. Hein. C'est ça. C'est surtout la garantie de solidarité des salaires qui va se mettre en place. C'est la solidarité nationale. Et les salariés qui vont être remboursés, on va utiliser ce terme plutôt, que d'une partie de leur salaire. Qu'une partie de leur salaire. Ça veut dire évidemment tous les drames sociaux et familiaux que ça implique pour aller très 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 fin dans cette analyse. Merci Hamdi Kazansi, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Expert en vie des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Il y a un calendrier et on est dans un moment
on l'entend de la bouche de cet expert d'entreprise qui frissonne à l'idée qu'on retire la prise ou qu'on retire la perfusion. C'est exactement ça la situation du jour. Merci d'être venu sur notre plateau. Je ne sais pas si chez SVP Information Décisionnelle, vous utilisez des anglicismes, mais enfin en tout cas dans les entreprises, qu'est-ce qu'on dit comme mot anglais, qu'est-ce qu'on jargonne, parfois c'est incompréhensible. Fanny Griesmer nous explique tout. Je ne sais pas d'ailleurs si elle jargonne. Je crois qu'elle jargonne un petit peu. C'est la pause café. Fanny Griesmer, pause café. Est-ce que vous êtes busy? Est-ce que vous êtes overbooké? Est-ce que vous avez un call? Je fais tout ça. Vous êtes tout ça en même temps. Oui. Ça, vous l'avez vécu, on le vit à la télé et partout. Oui. On jargonne, on fait des calls, on fait tous ces mots anglais. Brainstorm. Et on est archi busy et on est overbooké. Et on est busy. Comment vous expliquez tout ça? Vous avez voulu nous en parler aujourd'hui parce que c'est un peu le mal du siècle. Vous n'aimez pas trop ces anglicismes. Moi, j'ai beaucoup de mal. Vous savez, j'écris des livres, donc j'essaie plutôt d'essayer de parler en français. Moi, je vous ai écrit un mail en tout cas. Ouais, vous m'avez fait un mail. Je vous l'ai envoyé hier. On va le voir à l'écran. Arnaud, afin de préparer notre call, je vous forward un mail avec le reporting de notre weekly meeting et la roadmap du projet. Nous vous ferons un feedback à ZAP pour avancer sur le next step. Je ne l'ai pas lu. Oui, et vous ne m'avez pas répondu. Non, c'est vrai. Demain, c'est la journée internationale de la francophonie. Pour faire honneur à la langue de Molière, je suis partie à la chasse de ces anglicismes qui pullulent dans le jargon de bureau. Le bureau, cet univers impitoyable et propice au franglais, parce que ça devient du franglais à terme. Alors c'est vrai que la langue de Shakespeare a visiblement envahi l'open space. Ils sont là tous les jours, dans nos oreilles, dans notre bouche également. Onboarding, to-do, sourcing, KPA, deadline, débrief. Ces mots anglais saupoudrés dans notre langue, surtout au bureau. Alors c'est vrai qu'ils deviennent si communs que il ne nous viendrait même plus à l'esprit des fois d'utiliser la version française qui porte pourtant tout autant de sens. On ne fait plus de réunions pour réfléchir, non. On brainstorm. On ne passe plus d'appels téléphoniques. Non, on a des calls. Voilà, résultat, on parle anglais un petit peu tous les jours sans vraiment le vouloir, ni parfois toujours le comprendre. Et le constat est d'autant plus paradoxal que les Français ne sont pas connus pour leur maîtrise de la langue de Shakespeare, loin de là. La dernière étude de l'Institut de formation Education First place la France à la 28e place des pays maîtrisant l'anglais, juste derrière l'Estonie, l'Argentine et les Philippines. Vraiment pas de quoi fanfaronner. Mais au risque, pourquoi l'anglais envahit les bureaux? D'abord, il a envahi le... J'ai envie de vous dire, bienvenue dans la Startup Nation. Oui, d'accord. Voilà. C'est une blague. Mais en réalité, ça ne date clairement pas d'hier, ni de la Startup Nation. Alors, c'est vrai qu'en 1994, la loi Toubon consacre le français comme la langue de référence au travail, en particulier pour les documents de travail, on peut le comprendre. Tous les documents qui comportent, je cite, des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail. Donc, par exemple, le règlement intérieur, les accords d'entreprise ou encore le contrat de travail. Cette même loi impose de franciser les intitulés de poste dans les offres d'emploi. À défaut de traduction équivalente, l'entreprise doit précisément décrire en français l'émission du poste et de la fonction. On salue au passage tous les CEO, les product managers et autres lead développeurs. C'est vrai, le CEO, on l'a beaucoup. Mais oui, on les a. J'ai souvent du mal d'ailleurs à utiliser cette expression anglaise. Chief Executive Officer. Malgré la loi, l'anglais s'est imposé aussi parce que l'Union européenne, parce que la Commission européenne, parce que l'Europe impose une langue commune et c'est plutôt l'anglais. Oui, plutôt l'anglais, la langue des affaires. Alors c'est vrai que déjà cette loi, elle s'immisce rarement dans nos discussions que l'on a au bureau, ce fameux jargon. Et que ce jargon, cette novlangue, se propage par mimétisme et par automatisme. Donc l'anglais, langue du business. Alors c'est vrai que pour parler affaires, il ne suffit pas ou plus de baragouiner quelques mots en anglais pour se faire comprendre. À se demander si parfois il ne faudrait pas être quasiment bilingue ou presque. Alors c'est vrai qu'on peut comprendre aisément que dans certains secteurs, l'utilisation de l'anglais ou du franglais puisse être nécessaire, notamment pour
correspondre avec l'étranger, échanger. Dans d'autres, on ne voit pas trop ce que ces mots viennent faire là, si ce n'est peut-être un signe d'appartenance. Signe d'appartenance à un groupe. Ce signe d'appartenance professionnelle, en fait, c'est vrai. Le groupe, c'est lequel? Ceux qui travaillent, et ils travaillent où? Dans un bureau, finalement. Cette novlangue, elle est assez commune à tous ceux qui travaillent dans un bureau et notamment en open space. Enfin, il y a aussi des jargons médicaux, faut pas le négliger. Les médecins utilisent un jargon, alors qui n'est pas forcément anglais, mais qui est totalement incompréhensible. À tous les bureaux. Mais alors, il y a d'autres raisons, non? Il y a une autre raison qui va vous faire sourire. Alors, je ne sais pas, vous ferez une idée. Voilà, parce que l'anglais, c'est cool. C'est fun. C'est cool, c'est fun, des mots plus courts, plus percutants, plus tendance, j'ai envie de vous dire plus trendy, plus tendance que leur équivalent français qui seront jugés ringard parfois. Pas étonnant donc que l'on associe l'anglais à la réussite professionnelle. Donc ce serait avant tout une question d'image et c'est pas uniquement dans les startups. On utilise ces mots en anglais. Il y a des risques, des risques. Oui, des risques limités, mais l'incompréhension, parce que si on n'a pas la définition des mêmes mots, il y a pas mal de linguistes. Mais c'est un code, le langage. Parce que finalement derrière l'anglais, le français est plus fin. Il y a plus de sens de subtilité. Et de subtilité que l'anglais ne recouvre pas. Donc le risque, c'est de faire des mauvaises interprétations, déjà d'une part. Et puis, l'idée dans un groupe, c'est de parler la même langue. Donc finalement, à terme, s'il y a une sorte d'obligation inconsciente de se conformer à ce langage, au risque de paraître soit pour un original, soit pour un has-been. Donc les risques, c'est d'exclure, d'une part, mais aussi de creuser le fossé générationnel. Vous savez, le choc des générations, les baby boomers avec la fameuse les jeunes contre les vieux. Génération Y, voire la génération Z. Alors moi, je suis repartie un peu à la recherche de ce français perdu au le vieux bureau. François. Voilà. Alors si l'idée de vous inscrire dans la tendance mainstream, ce n'est pas trop votre tasse de thé, moi, je vous propose quelques traductions en français de mots qu'on utilise assez régulièrement. Alors moi, l'équivalent français me convient parfaitement. Alors non, vous n'êtes pas off aujourd'hui. Vous êtes en congé. C'est bien. Ça fonctionne aussi. Vous avez besoin d'un débrief ? Non, vous avez peut-être juste simplement besoin de faire le point ou le bilan d'une réunion. Vous n'avez pas reçu un spam ? Non, mais un pourriel. Un pourriel. C'est un mot québécois, paraît-il. Alors non. C'est très moche. On a le mail qui a été transformé en version française. Bon, ça serait message électronique, mais en courriel. Et quand le courriel est pourri, j'ai envie de dire, ça devient un pourriel. Et non, vous ne participez pas à un brainstorming, mais à un remue-ménage. Un remue-ménage. C'est pas mal. C'est l'occasion d'être assez original. Et on arrête aussi le click and collect. Merci Fanny. Aussi. On arrête le click and collect. C'est ce grand débat de savoir si on dit click and collect. Ceci étant, c'est vrai qu'on peut trouver des équivalences, parfois pas très belles d'ailleurs au demeurant. TechCare. Quelle était la traduction du click and collect? Justement, j'étais en train de le chercher en vous le disant. On vous en parle lundi. On va chercher. De toute façon, on risque d'avoir besoin du click and collect vu le débat qu'on va ouvrir dans quelques instants. Merci Fanny. TechCare. Prenez soin de vous. YouTube. YouTube, c'est très bien. Donc on maîtrise pas mal l'anglais quand même. Merci Fanny. Bon week-end à vous. On se retrouve lundi pour une nouvelle pause café. Une pause tout de suite. On va s'intéresser avec nos experts à ce reconfinement qui ne dit pas vraiment son nom tout en le disant. Les conséquences économiques, les conséquences sur les commerçants et puis évidemment les effets sanitaires. Et puis on parlera de l'Europe aussi. Oui, quel rôle joue l'Europe dans cette crise Covid? Est-ce que c'est le naufrage européen? On en parle avec mes invités. C'est dans quelques secondes. Venez nous rejoindre. Le cercle RH, notre débat, comme chaque vendredi, avec nos expertes et experts. Vous avez vu, je commence à faire l'écriture inclusive que m'avait conseillé Fanny Griesmer. 3 invités sont avec moi. Pascal Johannin, merci d'être avec nous. On parlera de l'Europe, puisque c'est un sujet important, pas qu'en matière d'emploi, d'ailleurs en matière de stratégie vaccinale. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Vous verrez, notre titre est peut-être un peu agressif, puisque j'évoquais, avec un point d'interrogation, le naufrage européen sur cette crise Covid. On en parlera avec vous. À mes côtés, Christian de Boissieu. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Ravi de vous revoir. Vous étiez là il n'y a pas très longtemps sur ce plateau. Économiste, président du conseil scientifique de la Fondation Concorde et
vice-président, c'est important puisqu'on en parlait, Du cercle. cercle des économistes. On écoutera votre point de vue parce qu'il y a des chiffres qui tombent sur une augmentation du coût, évidemment, de ce mois de confinement. Et puis avec nous, Jean-Marie Leroy. Bonjour, merci d'être là, président de Quadra Consultants. On va parler de l'entreprise très concrètement, de ce qu'elles font, de ce qu'elles essaient de faire en tout cas. D'abord, regardez ce chiffre. Ça situe 110 000 commerces seront fermés demain. Donc 110 000 commerces, leurs patrons, leurs salariés vont tirer le rideau. C'est pour les 2 régions, Île-de-France et Nord, plus l'Eure, plus la Seine-Maritime. On va voir ce chiffre tout de suite. Et les Alpes-Maritimes. Mais ça, c'était déjà un confinement mis en place pour le week-end, qui était différent. 110 000 commerces, c'est dans 16 départements. Regardez les chiffres évoqués par le ministre de l'économie. On perd 6 milliards d'euros chaque mois de crise, on va avoir 1,2 milliard supplémentaires qui vont venir s'additionner. C'est pour situer les enjeux économiques. Christian de Boissieu, dans quel état d'esprit vous êtes ce matin, puisque la décision est tombée vers 19h hier soir? C'est un confinement qui ne dit pas son nom, qui se veut souple mais radical. À quoi on joue là? Écoutez, moi mon sentiment c'est que on a un dispositif qui va avoir un coût économique élevé. C'est pas du tout évident qu'il ait des résultats sanitaires. Je crains qu'on perde d'un côté sans gagner de l'autre, en quelque sorte. Voilà. Et un an après, c'est-à-dire qu'on revient au... Par rapport au débat, enfin moi, quand le débat est arrivé fin janvier de cette année, je suis pas médecin, j'essaye d'être économiste. Intuitivement, j'aurais souhaité plutôt un confinement de 4 semaines ou 5 semaines. Dur. Et puis qu'on essaye de se redonner un peu de marge de manœuvre, plutôt que ces demi-mesures, le couvre-feu, quoi qu'on en dise, je ne suis même pas sûr que ça soit très efficace. Il a légèrement fait baisser, légèrement, mais vous avez vu les niveaux que nous atteignons. Bien sûr. Donc, alors on ne va pas ouvrir les débats qui sont tous sur mais c'est un coup de massue pour les commerçants. Sur les plateaux de télé, sur les lits de réanimation, ce qu'on n'a pas fait depuis un an, etc. Et puis... Je trouve que l'Europe, depuis le début, est quand même... mais c'est peut-être pas votre avis, je trouve que l'Europe a pas bien géré tout ça. Alors c'est facile à dire, mais j'ai été très irrité par l'affaire des vaccins. L'AstraZeneca En janvier, le problème était français. Ensuite, il est devenu européen parce qu'on nous a expliqué qu'il n'y avait pas assez de doses. Parce que l'Europe avait voulu faire des économies de bout de chandelle et avait été servie après les autres. Ben oui. Bon, et voilà, sans vouloir mettre le prix. Parenthèse, du point de vue économique, l'argent qu'on a économisé en négociant les vaccins... On l'a perdu. On l'a drôlement perdu après. On l'a drôlement perdu. Votre réponse, et je vous donne la parole, parce que là vous êtes interpellé, c'est une thématique qu'on aborde finalement assez peu. On parle de l'emploi, on va bien comprendre que... Et on avait un expert qui nous disait, si on retire la prise, toutes les entreprises que je conseille, elles ferment leurs portes. Voilà, tant qu'on maintient la perfusion, ça va. Le jour où on retire la seringue, c'est mort. L'Europe et son naufrage. Personne ne parle de la même voix sur ce dossier. Personne. C'est un repli, en quelque sorte, national et presque identitaire. Mais alors, justement, parce que d'abord, la santé, faut rappeler ce que c'est l'Europe. L'Europe, c'est que les États veulent bien qu'elle soit. Et la santé, jusqu'à l'année dernière, et encore cette année, c'est un domaine où les États voulaient avoir la main mise. Et donc, ce n'était pas une compétence européenne. Il n'y avait rien dans la compétence. Donc, et tout d'un coup, on a ce virus qui est international, il ne fera pas que la France, et pas, il y a un nombre de morts aux États-Unis, il y a eu beaucoup de morts également. Allemagne, Italie. Mais on n'a aucune compétence et on a appris à marcher en mouvement avec en effet une agence européenne, du médicament, mais qui existait avant, des vaccins qui ne sont pas européens ou qui sont à moitié européens. Il y a AstraZeneca, c'est suédois et anglais. Biotech, c'est quand même allemand au départ avant d'être avec Pfizer américain. Donc il y a des éléments. Mais en un an, on n'a pas réussi à faire tout ça. La seule chose qu'on a réussi à faire, c'est qu'on s'est mis d'accord pour dire on serait plus fort à 27, et en donnant à la Commission... Mais combien de fois on l'a entendu ? La méthode, la bureaucratie... Alors, je vais être... voilà. Je vais rejoindre Christian là-dessus, il va être content. C'est que la machine administrative bruxelloise n'a pas su gérer cette crise. C'est-à-dire qu'en mettant parapluie, ceinture et bretelles, on a... sécurisé. Voilà. Et on a... Alors, peut-être que dans l'historique, on dira que peut-être c'était bien parce qu'on s'est précipité pour vacciner, puis on avait pas assez de recul, etc.
Mais là, C'est tragique ce que vous nous dites. Hein. Mais actuellement, en effet. Mais sur ce point-là, parce que sur d'autres sujets, l'Europe a beaucoup avancé. Oui. Mais sur ce sujet-là, en effet, elle est à la traîne, mais c'est pas la faute des institutions européennes. Oui, c'est la faute des États. qui Mais ont on est pas d'accord. voulu le faire. Ça, c'est un vieux Et débat. alors, Attendez. Et dernière chose, et Jean-Marie Leroy. Alors, Et Christian. dernière chose, sur le confinement, là vous dites 1 milliard par mois. Mais 1,2 milliard. 1,2 milliard. Mais est-ce qu'on est sûr qu'au bout des 4 semaines, les résultats Mais c'est ce que dit Christian de Boissieu. seront Mais positifs? si on fait rien, Moi, on j'ai est une sûr sœur des qui vit en résultats. Allemagne et qui travaille dans un commerce. Elle est fermée depuis le 16 décembre. Elle a rouvert le 8. Magnifique, tout le monde se précipite dans le magasin, elle a dépassé ses chiffres en une semaine d'un mois. Mais parce qu'elle est dans une région où elle est, on va dire, verte. Ses amis qui travaillent dans d'autres régions, eux, sont toujours fermés jusqu'au 31 mars. Donc, c'est-à-dire qu'en Allemagne, peut-être parce que la capacité de l'Allemagne est plus résistante que la nôtre, il faudra en parler, mais ils auront fermé 3 mois et demi. C'est quand même, voilà, tous les commerces non essentiels. D'ailleurs, ce terme est très désagréable parce que qu'est-ce qu'un commerce essentiel et qu'un commerce non essentiel? alors ça, On a va. découvert, grâce et hier, que les libraires, les disquaires et les coiffeurs étaient rentrés dans la catégorie Oui, des parce que commerces Vous vous souvenez essentiels. pourquoi les libraires? Parce qu'il y a des polémiques, il y a des pétitions. Les coiffeurs étaient dedans. Si les coiffeurs reviennent dedans. Ça a été annoncé ce matin. Jean-Marie Leroy. Christian, tant mieux, Ouais. parce que sinon on va souffrir. Jean-Marie Leroy, votre état d'esprit, parce que Quadra, c'est une côté dynamique comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Je vous ai vu hésiter, parce que Christian de Boissieu disait après tout, on n'est pas très sûr de tout ce qu'on est en train de mettre en place. J'entends ce qui a été dit. Quadra, nous sommes un cabinet de conseil en recrutement de dirigeants. Et donc, nous intervenons auprès des dirigeants. Voilà, ils sont un peu inquiets, les dirigeants. Hein. Non, mais la réalité, non, mais je veux bien entendre ce qui a été dit. La réalité, c'est qu'on essaye de repousser le confinement le plus longtemps possible, en se rapprochant le plus longtemps possible d'un taux de vaccination suffisant, Oui. et deuxièmement, des beaux jours. Parce qu'on on a eu l'expérience de l'année dernière, où on a vu aussi l'effet du climat, d'accord? Et donc C'est paradoxal, on pense que les vaccins meurent l'hiver, mais ils sont vivants l'hiver ici. ce qui nous intéresse, nous, côté entreprise, c'est qu'on a cherché d'autres solutions le plus longtemps possible pour que ce confinement, qui n'était probablement pas évitable, soit le plus court possible et le plus proche possible des beaux jours pour réduire ce temps de confinement. Donc il y a un débat entre la courbe des vaccins, qui est un peu lente, on va voir les chiffres, ça va pas aussi C'est vite. ça l'urgence. On est d'accord. Là, on est d'accord, l'Europe aurait pu être beaucoup plus efficace. Mais sur le côté entreprise, enfin les entreprises, j'entends sur les commerces, j'entends sur l'événementiel où nous sommes très présents. L'hôtellerie, le tourisme, la enfin, culture. on est en récession. Et évidemment, mais je pense aux autres entreprises qui ont besoin d'avancer. Il ne faut pas mettre tout le monde sur un pied. Tout le monde n'est pas sur le même. On doit être un peu plus dans la dentelle. Et Christian de Boissieu, on est en récession, vous le confirmez, l'économiste que vous êtes. Moi, je pense qu'au premier trimestre, quand on aura les chiffres qui ne sont pas finis, puisqu'il C'est vrai. nous reste quelques jours, on aura un chiffre sans doute de recul du PIB au premier trimestre, après les moins 8,2 ou moins 8,3 de l'année dernière en moyenne. Et donc, ça veut dire que tout ça, ça repousse, à mon avis, la reprise. Moi, j'avais dit il y a quelques semaines que je m'attendais à une reprise à partir de l'été. Oui, parce que L'été, c'est Non, c'est vague, mais l'automne. ça veut dire que ça. Mais là, à mon avis, le calendrier est repoussé d'autant. J'ajoute, si vous permettez, pour qu'on ait un vrai débat, grâce à vous, Arnaud, sur l'Europe. J'entends bien qu'il n'y avait pas de compétences définies. Mais en 2008, quand on a eu la crise bancaire, et que Sarkozy a rassemblé l'Europe pour gérer la crise bancaire, c'était pas non plus dans les traités la gestion de la crise bancaire. Oui, la mais- crise, je termine, la crise peut conduire à accélérer l'extension des compétences. Et là, ça a été quand même moins rapide et moins efficace qu'à propos de la crise donc bancaire. plus d'Europe. Mais Vous on a réclamez quand même- plus on a quand d'Europe. même avancé, on a quand même avancé, Christian, parce qu'il n'y avait rien, on a quelque chose maintenant. Et vous allez voir, non mais attendez, moi je vous fais un pari. Dans un an, si on revient, on se dira, bon, c'était une tempête Vous dans un reviendrez. verre d'eau, voilà. Je crois pas. Mais non, parce que Je crois pas. Non, mais la question aujourd'hui, c'est que nous sommes en retard. Mais vraiment, alors là, pour le coup, il y a des faits. C'est que l'Europe est en retard sur la vaccination. On va le voir. Et que donc, pour la sortie de crise, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a la vaccination est un peu la clé. Ah oui. Et donc, si on a en effet un retard, mais ça, c'est en effet la méthode de la gestion par la Commission, parce qu'on lui a donné une compétence qui a été mauvaise. Mais on va avoir les vaccins, mais après les autres. C'est-à-dire, c'est ça, voilà. Jean-Marie Leroy, un mot et quelques mots, ouais. même plusieurs. La stratégie, si je la comprends bien, la stratégie de l'État. Ah, vous l'avez comprise. Non, mais Bah, ça tombe bien. sur un point donné,
C'est quoi? En tout cas, c'est un parti pris qui a été de dire, et je ne suis pas du tout en train de défendre l'État, mais j'essaye de voir l'intérêt de l'entreprise et des entrepreneurs. Abîmer l'outil d'entreprise, l'outil qu'est l'entreprise, c'est très délicat, d'accord? On est d'accord. Et évidemment, à relancer, on voit que quand on s'arrête, les entreprises qui se sont arrêtées, nous, dans le Conseil, on le voit, entre les entreprises qui se sont arrêtées, qui se sont mis toutes en télétravail, et en chômage partiel. chômage Parce que partiel. télétravailler sans pas arrêter. Et celles qui ont choisi d'aller très vite sur le télétravail et de résister par le travail. 4 jours sur 5, 4 jours sur 5, demande le Premier ministre. Et on l'a vu juste après le confinement de novembre. On est reparti beaucoup plus vite qu'elle. Parce que... et c'est ça l'intérêt. C'est intéressant le débat qu'on a. C'est que l'outil ne soit pas trop abîmé, en tout cas trop à l'arrêt. Pour pouvoir On est d'accord. redémarrer. Et là, l'État joue un rôle Par rapport à intéressant. ce que vous dites, la gestion du temps me paraît centrale. C'est ça. Bon, on peut pas rigoler avec le temps quand on a 350 morts par jour, excusez-moi. Bien sûr. Et donc le fait de ne pas avoir confiné fin janvier Suffisamment tôt. a aussi un coût en termes de vie humaine. Je suis désolé. Le fait d'être en train de rater ou retarder la campagne de vaccination dans un an, Notre campagne est ratée. comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Et, on vit dans un contexte où qu'est-ce que c'est que le long terme? Pour moi, C'est dans demain un le an- long terme. Ouais, pour moi, Ouais. dans un an, c'est le long terme. Et je pense que la gestion du temps est fondamentale pour les entreprises. Vous n'avez pas le monopole de la défense des entreprises. Moi, en tant qu'économiste, Évidemment. je suis avec vous. Et je veux dire, j'ai dirigé pendant 25 ans l'Institut de conjoncture, la Chambre de commerce. Donc les entreprises, je connais. Hein. Et je suis ravi. Je n'oppose pas du tout la micro et la macro. Je dis simplement que le débat, c'est aussi les secteurs, les gagnants et les perdants, y compris du point de vue des On entreprises. est d'accord. Il y a des perdants, secteurs qui gagnent. les secteurs durablement plombés, confinement ou pas confinement. Aéronautique, tourisme. Tourisme, hôtel, restaurant, la culture dont vous parliez. Et puis les quelques secteurs, il n'y a pas beaucoup qui tirent, heureusement pour eux, leur épingle du jeu. Ceux qui fabriquent des masques aujourd'hui, Ah oui. tant mieux. L'agroalimentaire. Le textile, un certain nombre d'excès. Donc les effets de distribution, il ne faut pas oublier. Hein. Attendez, Faut pas oublier les juste regardez cette petite animation. Alors vous allez voir, ça fait rire personne. Le mot animation est peut-être assez impropre. C'est les personnes vaccinées en Europe qui ont reçu les fameuses 2 doses. Alors quand on regarde vraiment ces chiffres, on est un peu atterré. Regardez, ça c'est des chiffres au 16 mars, source le quotidien Le Monde. En Allemagne, regardez, c'est 3,6% de la population totale qui ont reçu les 2 doses. Pendant qu'on cherche, vous allez voir, on la voit cette animation. Voilà, ça c'est 3,6 pour l'Allemagne. En Italie, 3,68. Angleterre, 2,59. France, 3,31% de la population totale qui a reçu les 2 Votre doses. chiffre anglais m'étonne. Là. Moi, le chiffre anglais. Alors, le chiffre anglais, je Justement. vous explique. Parce que nous, en France Voilà. ou dans d'autres pays, on respecte vraiment les 3 semaines entre les 2 doses. Moi, mes parents ont été vaccinés, ils ont eu les 3 semaines. En Grande-Bretagne, en effet, il y a un grand nombre de personnes qui ont été vaccinées, mais on a étendu entre les premières doses. Et moi, j'ai des amis britanniques et ma traductrice. Moi aussi, j'ai été étonné anglaise. du chiffre Et britannique. en effet, son père a été vacciné de la première dose au fin janvier, et à ce jour, donc on est mi-mars, il n'a pas reçu la 2e dose. Donc en effet, les 2 doses, là on revient à des étiages beaucoup plus modérés. On est En d'accord. effet, il y a un effet d'annonce, Oui, mais- on a vacciné beaucoup, mais en effet, on n'a pas donné les 2 doses. Il faudrait C'est ça. corriger ça par le fait que peut-être du côté britannique, il y en a plus que chez nous qui ont eu le Covid. Et quand on a eu le Covid, c'est une piqûre, c'est pas 2. C'est Ouais. exact. Voilà. Alors la deuxième C'est chose que je voulais dire, exagéré. Ça, source Le Monde, c'est une info intéressante. Dans une dimension européenne, c'est que la Enfin, France, vous avez vu, dans la personne n'est très dimension bon. Hein. européenne, voilà. Dans la dimension européenne, la France, cette fois-ci, alors je ne sais pas comment il faut appeler cette 3e vague, mais on a régionalisé. Ce que Ouais, font les c'est la Italiens depuis le stratégie. début, ce que font les Allemands depuis le début, alors c'est des États plus Vous avez fédéraux, remarqué, hein, ou les Espagnols. on suit de près les Italiens, si je peux me permettre. Hein. Ou les Espagnols. Mais voilà, mais on a régionalisé. Alors, je veux dire, pour les entreprises, il y a en effet celles qui vont être dans la partie rouge, confinée, Voilà. etc. Et celles qui vont accélérer. Et celles qui sont, quand même, la plupart des départements, Toulouse, etc., où en effet, il y a L'aéronautique, voilà, évidemment. le confinement n'est Mais Alors, attendez, il y a Christian pas que Boissieu, l'économie, il y a pas que- juste une question. Il y a l'espace aussi. On avait, et c'est une question que je pose à l'économiste, on avait un labo mondialement connu, Sanofi, qui a souvent été Que pointé M. Macron a été visité à l'automne. à l'automne.
comment vous, l'économiste, l'observateur, vous expliquez que la France, et là c'est un débat aussi sur l'Europe, sur la compétition européenne et peut-être la concentration de l'énergie sur un seul labo, comment se fait-il que Sanofi ait raté la marche? Écoutez, Comment la France... Sanofi, vous permettez que je généralise un tout petit peu votre question. Et la recherche. Bon, on est très bon en recherche fondamentale. Ah oui, ils partent aux États-Unis, nos chercheurs. Voilà. Ouais, c'est ça. On avait ce débat, excusez-moi pour vous dire, le débat, il n'est pas lié au Covid. Au moment, en 2009, j'étais membre de la commission Juppé-Rocard sur les investissements d'avenir. On a eu exactement le même débat. On a auditionné les responsables des pôles de compétitivité. Ben oui. Donc là, c'est la vie d'entreprise, les pôles de compétitivité. Régional. Vous êtes contents tous les deux. Il y a de l'entreprise et du régional. Bon. Alors, donc... N'énervez pas Christian de Boissieu. Non, mais voilà. Jamais, on ne s'est jamais disputé. Non. Et je dis simplement qu'à l'époque, on nous disait, ou les responsables des pôles nous disaient, et d'ailleurs on le voit bien, les prix Nobel qu'on a eu récemment, Ils sont partis. Madame Charpentier, elle est en Allemagne, Mais bien l'Institut sûr. Max Planck, et Esther Duflo, collègue économiste. États-Unis. Et le PDG de Moderna, il est français, mais aux États-Unis. Et puis le PDG d'AstraZeneca, je crois qu'il se terre en Australie. les Mais Donc il y a une fuite des cerveaux, Voilà. Christian de Boissieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de garder notre intelligence. Et il y a des tas de sujets sur la non-valorisation des chercheurs dans un pays comme la France, et y compris au point de vue des salaires, quoi. Et non-valorisation Évidemment. sociétale. Je veux dire, moi, mes meilleurs élèves, à la fac ou à Sciences Po, quand j'étais prof à Sciences Po, mes meilleurs élèves, ils veulent pas partent. faire comme moi. Hein. Ils partent. Je ne sais pas si on a des contre-exemples, ils partent, surtout dans la finance, gagner de l'argent. Les ingénieurs vont vers la finance parce qu'on gagne beaucoup plus d'argent en travaillant sur les marchés. Les algorithmes, bien sûr. Sur les instruments Bah, dérivés, quand on est évidemment. normalien ou polytechnicien, etc. Jean-Marie Leroy, vous n'avez pas de boule de cristal, mais je vous la pose à tous les trois. Est-ce qu'on est entré, juste pour se rappeler ce calendrier, retour vers le Covid, mars 2020, on ouvre les volets, une grande partie des Parisiens et des grandes villes sont partis à la campagne, il y a un petit côté comme ça un peu nouveau, un peu étrange, on se dit ça va aller très vite, on va trouver la solution, nous sommes 1 an après. On va réouvrir les volets, on est de nouveau dans un confinement dur sur 2 régions. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que finalement il faut faire preuve de modestie devant cette crise? Parce qu'on nous a dit beaucoup, on parle beaucoup, et en fait on sait peu de choses. Ouais, alors, moi, je vais parler de mon prisme. Hein, Oui, à travers votre conseil fenêtre. en recrutement de dirigeants. Ouais. Intervenant sur le public et sur le privé, d'ailleurs, à la charnière du public. Mais eux aussi ils sont dans le flou. Ils sont dans le flou également. Sur le privé, y compris sur celui qui s'en sort le mieux dans l'économie, c'est le privé à la charnière du public, qui s'en sort Pourquoi? mieux. Parce qu'il a des contrats... Il y a de l'argent public qui est déversé. Exactement. Voilà. Hein, on est clair. Mais sinon, dans l'économie, ce qu'on constate, 2 choses. 1, que les leaders sont encore plus leaders sur leur marché. Et que ceux qui... Ça renforce le leadership. Ça renforce le D'accord. leadership. Et deuxièmement, et parce que l'expérience, et je vais dire la même chose du côté des cadres dirigeants, des cadres et cadres dirigeants, ce qu'on constate, c'est qu'on va chercher l'expérience. C'est peut-être pour ça, Mais on d'ailleurs, le voit ça. que les seniors ont un taux d'emploi qui est un peu meilleur c'est vrai. que les plus jeunes. C'est parce qu'on va chercher... C'est le renouveau du senior là. Et n'oubliez pas les jeunes. N'oubliez pas les Mais jeunes. évidemment, nous, notre job, c'est bien ça, c'est d'appuyer les jeunes. C'est les talents de demain. Hein. Mais Exactement. soyons lucides, les entreprises aujourd'hui ne sont pas très créatives sur les profils qu'elles vont rechercher. C'est vrai. Bah, la Elles sécurité, sont prudentes, évidemment. Et on peut le comprendre, mais... Conclusion chacun. Christian de Boissieu, Pascal Johannin, vous êtes optimiste, vous dites à toute crise, finalement on en sort quelque chose, on l'a vécu dans des moments difficiles de notre histoire, il va en sortir quelque chose, ou est-ce qu'aujourd'hui, psychologiquement j'allais même dire, vous êtes un peu dans le flou, pour ne pas dire dans l'angoisse? Alors, on est dans le flou, oui, parce que D'accord. tous les experts se multiplient sur les plateaux. On empile les expertises. Et donc, Pour une fois, ce ne sont pas les économistes qui se plantent, ce sont les médecins. Voilà, c'est les médecins. Et donc, en effet, vous avez autant de spécialités, autant d'avis, et donc c'est difficile pour le citoyen de savoir exactement ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Si on reprenait les citations de ce que certains ont déclaré, mon Dieu, il ferait mieux de voilà. Bon. Donc, ce qu'il y a, c'est que de toute crise, on avance, je pense. Hein. Donc, Mais oui. en Europe, en tout cas, on avance avec les crises. En Europe, on avance avec les crises. Sinon, c'est un petit train-train de... L'Europe va mal, hein, si je peux m'autoriser à le dire. Elle va comme mal ça. aujourd'hui, mais elle va mal aujourd'hui dans la crise sanitaire. Mais dans d'autres domaines, il y a des projets sur la table, il y a des projets en matière environnementale, des projets en matière numérique, il y a des projets en matière... Enfin, cette crise aurait dû plein de choses. resserrer les liens. Mais on a resserré les liens. On a resserré les liens parce qu'on est tous d'accord sur le constat. Maintenant,
chacun au niveau national regarde ça par un petit prisme et essaie de s'en tirer en pensant que, alors Christian avec le vaccin chinois ou avec le vaccin Johnson, ou avec le les vaccin Russes. Sputnik que les Russes n'arrivent même pas à produire et qui n'est même pas disponible encore, donc Non, c'est c'est vrai. très bien. Donc il y a une solution quand même qui est assez facile. On dit des choses, il y a beaucoup d'incantations, mais il n'y a pas beaucoup d'action. 20 Et donc, secondes. moi, dans 20 l'action, je pense qu'on arrivera à la fin à s'en sortir. Il y a de l'optimisme. Mais aujourd'hui, c'est un peu. On s'en sortira, mais de manière extrêmement inégale. Je suis très choqué, frappé, inquiet des effets de distribution. Alors, pas uniquement entre secteurs, entre générations. Pour moi, moi qui suis plutôt jeune, le grand problème, c'est les jeunes. Essayer de leur donner un petit espoir, un petit avenir, dans la crise et par-delà la crise. Et ça, je suis inquiet. Et c'est là où l'extra-financier, Merci. tout ce qu'on appelle la RSE, les entreprises à ESG, mission, les entreprises à impact, jouent un rôle fabuleux Ouais. parce que les jeunes se saisissent du sujet. Oui, on n'a Et pas le temps. c'est- Sauf les actionnaires chez Danone. Ouais, c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'était notre chapitre 1 avant qu'on ait ce Bon. confinement qui nous tombe dessus. C'était notre chapitre aujourd'hui. Vous l'aviez eu comme thème, sauf chez Danone, entreprise à mission, la seule. Enfin, pour et son l'instant, on va PDG voir. et son PDG a été remercié. Donc ça remet en question pas mal de choses. Mais je voulais vraiment qu'on parle sur le fond de l'Europe et de cette question du confinement. Merci Christian de Boissieu, président du conseil scientifique de la Fondation Concorde. Merci Jean-Marie Leroy qui parlait au nom des entreprises de sa fenêtre Quadra Consultant. Et merci à Pascal Johannin qui n'a pas énervé Christian de Boissieu. Vous n'êtes pas à Non. discuter. Et alors, surtout maintenant, lisez l'Atlas qu'on vient de refaire l'Atlas, pareil, parce que exactement. vous allez tout comprendre de quels sont les moyens et compétences de l'Union, et que si on veut qu'elle s'améliore, il faut lui donner peut-être d'autres moyens. Mais ça, c'est au chef d'État et de gouvernement de se mettre d'accord. La avant. crise. On a la couverture, La crise. Atlas permanent de l'Union européenne. Ce sont des éditions évidemment enrichies. Oui, là, alors là, on a tenu compte du départ des Britanniques, du Eh renouvellement et de toutes les élections qui sont passées. Donc c'est up to date. Up to date, si vous vous intéressez à l'Europe, parce que beaucoup d'Européens et de Français s'intéressent à l'Europe, qui va pas C'est super très bien. facile, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes compétences. On a les 27 et puis l'Union européenne et la zone euro. Merci à vous Et la zone trois. euro. Il vaut Voilà. mieux ne pas avoir trop de compétences. Merci. Vous allez vous passionner par ce qui va être entendu, parce qu'on a analysé l'Europe. Là, on va s'intéresser à un livre passionnant qui est un roman, qui est le livre de Smart Job. Chaque vendredi, un auteur vient nous présenter son livre, un livre sur le burn-out. On en parle tout de suite. C'est un roman, c'est une histoire poignante qui raconte l'histoire de Clotilde, une sorte de femme d'affaires, femme dynamique qui casse tout, qui réussit tout, et qui va plonger dans les abîmes du burn-out à cause d'un responsable hiérarchique qui va la détruire. On en parle tout de suite avec son auteur, elle s'appelle Kika. Le livre de Smart Job avec Kika sur notre plateau. Bonjour, on est très heureux de vous accueillir. Vous sortez ce livre, Je ne te pensais pas si fragile, qui est un roman. C'est important de le dire. Il y a donc de la littérature, il y a donc de la fiction. Et il y a donc peut-être un peu de vous dans cette histoire. On va le savoir dans quelques instants. Édition Erol, vous commencez par, j'allais dire presque la fin, le moment où Clotilde, qui est votre personnage, qui est une femme très dynamique, très engagée, qui consacre un temps fou à sa vie professionnelle, s'effondre. Elle s'effondre devant son chef, elle pense qu'elle tient un pistolet, je ne spoile rien. En fait, elle tient un téléphone. Son chef qui la regarde lui dit « mais t'es devenue folle ». Et c'est rideau noir. Pourquoi c'est une question classique, mais on est obligé de vous la poser. Clotilde, c'est un peu vous? Oui, C'est un peu votre histoire que vous nous dévoilez, l'histoire de Clotilde est tristement l'histoire de beaucoup de monde. c'est vrai? Mais en même temps, j'ai voulu retranscrire la déflagration intérieure du burn-out. Vous le racontez bien. Vécu de l'intérieur, parce que l'ensemble des ouvrages et la culpabilité qui vous enfonce dans ces moments-là va décrire par des spécialistes ou experts en psychopathologie du travail des pathologies qui vous renfoncent aussi dans cette culpabilité. Perte de puisque vous êtes confiance. malade, Exact. etc. Et donc j'avais envie de montrer que tristement, cette déflagration va impacter tous vos domaines parce qu'évidemment, vos problèmes de bureau, vous les ramenez à la maison. Et en tant que femme, la charge mentale, la famille Évidemment. et toute la déflagration. Elle parle, hein, Clotilde, de ses enfants quand elle est dans sa chambre d'hôpital, elle les voit et ça lui renvoie une forme de culpabilité de mère. Est-ce que je suis une bonne mère à prendre autant l'avion? Est-ce que je suis une bonne mère à me déplacer tout le temps? Parce que l'argument utilisé, et beaucoup de femmes le disent et on l'entend, mais c'est le qualitatif qui compte. Vous êtes revenu sur cette phrase-là, Oui. vous, à titre personnel, en disant « j'accorde pas beaucoup de temps, mais c'est tellement qualitatif qu'on est tellement heureux » et en fait, vous passez très peu de temps avec vos enfants.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, j'ai appris à ralentir. Enfin, voilà. On est dans un monde en parfaite accélération qui vous demande toujours plus, mais avec toujours moins. Moins de moyens humains, moins de moyens financiers. Il faut faire plus vite, c'est pour hier. Et c'est comme ça qu'on tombe. On tombe. Juste un point, Kika, parce que j'ai trouvé ça passionnant. On parle beaucoup des managers qui ont perdu leurs repères, qui ne savent plus comment manager. La crise Covid, évidemment, transforme leur façon, le télétravail. Ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit quand même le lien très fort et la confiance et la performance qui est liée à son manager. Vous en avez un, Clotilde, c'est votre personnage, qui est encouragé, porté. Il l'accompagne et elle devient mais performante encore plus. Et puis en fait, ça bascule. C'est quand ce manager quitte son job et qu'un nouveau manager arrive. Et là, c'est le drame, parce que le type est un tortionnaire. Vous dites même que dans un karaoké, il dit les portes du pénitencier vont se refermer, et le personnage dit bon, j'ai tout compris, quoi. La chanson. Bah, comme dit la chanson, puisque c'est un karaoké. C'est quelque chose de très important, la relation de confiance qu'on peut avoir avec son manager, elle est vitale, j'allais dire. C'est vital. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Je suis économiste et j'écris pas des romans, et d'ailleurs votre roman, c'est pas une fiction, c'est la réalité, j'imagine. Mais c'est la réalité vue à travers un roman ou un personnage. J'entends ce que vous dites et le côté spécifique des femmes par rapport à ces problèmes. Mais il y a quand même beaucoup de choses que vous dites qui pourraient s'appliquer à des mecs. Tout à fait. Mais moi, je vois aujourd'hui, j'ai entrepris d'accompagner la sortie de mon roman. Vous avez un petit bus, un petit van. Voilà. Et donc, je vais me garer devant les librairies et interpeller sur la place de l'humain dans l'entreprise aujourd'hui pour poser vraiment ces questions qui me paraissent essentielles. Des hommes viennent vous voir. Et je peux vous assurer que, tristement, la société ne permet pas trop souvent aux hommes de pleurer, mais Bien beaucoup sûr. souffrent. Il y a cette place aussi qu'ils occupent, parfois aussi un salaire qui est important dans le couple, et ils tiennent parce que finalement c'est l'économie financière du couple qui est en jeu. Et donc ça s'applique absolument à tous les profils et à tous les niveaux de l'entreprise, cadre supérieur, exécutant. On voit dans le secteur privé et dans le secteur public. Oui, il faut le dire. C'est quelque chose qui, je pensais soulever une problématique, mais là, ça fait 1 mois que je vais sur le terrain. Je peux poser une deuxième question. Non, mais allez-y, Christian Boissieu. Mais vous êtes chez vous ici, hein? Oui, bon, jusqu'à un certain point. Je suis prof d'université. Oui. J'ai en face de moi des étudiants, Oui. 5e année, M2, Bac plus 5. Oui. Qui vont avoir des bons diplômes et qui vont avoir des tas de problèmes pour s'insérer sur le marché du travail. Est-ce que ce public-là n'est pas aussi concerné par votre bouquin? Alors, je pense En qu'il est préventif. nécessaire. Aujourd'hui, j'ai fait une école de commerce et je Nul me n'est pose parfait. la question. Nul Nul n'est n'est parfait. parfait. Nul n'est parfait. Vous voyez, on nous avait appris à gagner notre vie, réussir dans la vie, et finalement. C'est ce qu'on vous vend à l'école. C'est Ouais. ce qu'on nous vend. Ouais. J'ai coché toutes les cases qu'on m'avait demandé. Ça cartonnait, hein, votre personnage, elle cartonne. Tout va bien. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est quand on aborde les jeunes qui seront nos futurs managers de demain, à un moment donné, quand C'est vous vrai. leur parlez de ressources humaines. Vous leur parlez de ressources ou d'humains, en fait. Vous voyez, il y a une vraie question aujourd'hui sur cette place de l'humain, de remettre l'humain au centre des préoccupations. Mais qui casse. Attendez, Allez-y. les étudiants, ils ne se vivent pas tout de suite en manager. Il y a quand même la phase transitionnelle Bien où sûr. d'abord leur sujet, c'est de trouver un rentrer job. sur le marché du Ouais. travail. Et de trouver du sens. Bon, Et de du rentrer sens, sur et du le marché sens. du travail Trouver dans du des sens. conditions pas trop mauvaises. C'est pour ça que je dis, il y a quand même beaucoup de dépression parmi les étudiants en ce moment. Et Bien la crise sûr. Covid a C'est vrai, accentué c'est vrai. ça. Mais Bon, l'isolement, vous regardez les oui. chiffres, malheureusement, il y a des suicides. Mais attendez, malheureusement, Voilà, le temps file. Vous reviendrez en débat, parce que c'est intéressant qu'on puisse encore prolonger votre roman à travers votre Oui. expérience, puisqu'on a compris qu'il y a quand même un lien très fort entre Clotilde et vous. Juste un mot, on est un petit Oui, peu... je l'ai appelé Clotilde, excusez-moi, du coup, j'ai... Ouais, c'est ça, c'est pas Clotilde. J'ai télescopé, Oui, mais là. ça c'est la force de la fiction. Vous voyez, on sait plus qui est qui. Juste un mot avant de nous quitter. Est-ce qu'il y a un petit côté, je mets des guillemets, un côté bullshit à tout ce discours en ce moment qui dit l'entreprise se transforme, c'est le bien-être, c'est la RSE, c'est la qualité de vie au travail. Est-ce qu'on est dans des slogans? Ah, c'est une réalité. C'est une réalité. Ah, ouais. Mais c'est votre réalité? C'est une Alors- réalité qui dépasse les dirigeants d'ailleurs, hein. Moi, je Sur trouve... l'appropriation par les jeunes, justement, les jeunes générations. Mais vous, les gens que vous croisez, ils vous disent dans la vraie vie, c'est pas comme à la télévision ou oui, ça bouge? Alors, je dois dire que le mieux-être au travail et toute cette économie autour de ça peut être bien
tout dépend comment elle est mise en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je croise des gens qui me disent ça entame ma légitimité à me plaindre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont bienveillants, il y a des baby-food, des distributeurs de bonbons, mais qu'est-ce que j'ai à me plaindre finalement? Ils sont si humains, si sympathiques. Le monde merveilleux de l'entreprise. Et voilà. Et donc, le discernement est parfois un petit peu difficile dans quoi accepter, jusqu'où aller, dire oui. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas? Et oui, Exact. mais si vous voulez, ça vient quand même toucher une problématique par rapport à la situation de l'individu dans Les jeunes, ils sont quand même beaucoup plus sensibles à l'écologie, à la lutte contre le changement climatique que les moins jeunes. D'abord parce qu'ils ont un horizon de vie qui n'est pas le même. Vous savez qu'on se sent bien sur ce plateau, malheureusement le temps est imparti. On est bien sur ce Je vais me faire plateau. tirer. On est bien, mais bien sûr on est tous bien sur ce plateau, il y a une belle énergie. Kika, je voudrais que vous lisiez ce livre, d'abord parce que c'est de la fiction, c'est assez original d'utiliser la fiction pour traiter de sujets dont vous évoquiez, qui sont souvent traités sous des documents ou des livres un peu médicinaux. C'est un roman, vous la suivez cette Clotilde, vous êtes à ses côtés dans son lit d'hôpital, avec ses enfants, avec ce supérieur hiérarchique, c'est terrible. C'est un coup de poing, c'est votre réalité et j'indique, vous serez sur quelle ville la prochaine fois pour faire un peu de publicité? Alors, je vais descendre dans le sud. Je serai à Saint-Étienne le 29 mars. Et après, je descends tranquillement jusqu'à atteindre Fréjus le 3 avril. Mais vous avez raison. Et puis après, Toulouse, où je suis avec l'association SOS Burnout. SOS Burnout. Activement. Vous avez un site peut-être, Kika, sur lequel... J'ai un site, kikaauteur.fr. Je me fais tirer les oreilles. Allez-y. kikaauteur.fr et une chaîne YouTube aussi. Voilà. Fanny Griesmer est entrée dans mon oreillette pour hurler. Kika.fr. Vous retrouverez facilement Je ne te pensais pas si fragile. Christian de Boissieu, merci. Jean-Marie Leroy, merci. Merci à vous, Kika, pour ce livre. Et bon vent vers le sud avec votre petit van orange. Merci à vous, merci à Fanny, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Jérémy Gentil qui était à la réalisation. Merci à Guillaume au son. Merci à toutes les équipes qui m'accompagnent. Bon week-end à vous. Portez-vous bien. Lisez des livres. Tiens, lisez celui-là. C'est un livre formidable. Bye bye. Je serai là lundi.